La plupart des spectateurs se trouvant sur place sont tout bonnement choqués. Ce fut la même chose pour le directeur suivi du 9e aîné, placé devant qu'eux il avait réalisé l'impossible. Quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis la création de l'Académie démoniaque. Macu en larmes n'arrivait plus à dire un mot, mais si celle-ci était choquée et Obong lui était tout bonnement terrorisé. La plupart d'entre eux avaient perdu leur français. Le 7e fils illégitime du culte montre enfin ses crocs. Au début d'après le directeur, ce dernier ne maîtrisait même pas les arts martiaux mais aujourd'hui, il a progressé au point fait pouvoir vaincre un aîné du culte. Mais si tout le monde le félicite et aspirait à devenir comme notre protagoniste, d'autres en souffraient de terreur et de colère. Mais comment ce connard est-il parvenu à ce niveau? Comment quelqu'un comme lui a pu progresser autant? C'est quelque chose qu'il ne pouvait accepter. Se retournant, il demande aux autres de foutre le camp avec lui immédiatement alors qu'ils sont choqués, mais pour le doyen, il se demande comment vont réagir les 6 clans s'ils apprennent la mauvaise nouvelle, même s'il faut dire que le 12e aîné l'a bien cherché. Sauf que pour notre protagoniste, il se dit qu'il a encore beaucoup de travail à faire pour rattraper les aînés, car il n'a pas réussi à battre ce dernier avec uniquement la danse du papillon. Il doit devenir bien plus fort qu'il l'est déjà, car la vengeance de sa mère ne fait que commencer. Le corps du 12 assemblé avec sa tête fut transporté par les instructeurs de l'académie, tandis que le directeur félicite le chef de brigade Chéon pour avoir été le premier à terminer la 6e épreuve, lequel tout poliment salue son supérieur. Sauf qu'à côté, à sa grande surprise, ses subordonnés sont venus eux aussi le féliciter d'être arrivé à ce niveau. Celui-ci dit à Go Angel qu'ils doivent maintenant l'appeler aîné puisqu'il a gagné. De l'autre côté, un homme semble appeler l'un des subordonnés de Chéon, lequel ce dernier nommé Shaq était très heureux de rencontrer son père. Le 9e lui fait comprendre qu'il a bien grandi depuis, lequel son fils lui demande la raison de sa descente. Par télépathie, il lui demande le nom de la personne qu'il a choisi de servir en tant que seigneur, mais il lui dit qu'il veut bien aller chez d'autres personnes, seulement son cœur lui hurle de servir Chéon YOON. Sauf qu'à sa grande surprise, son père est plutôt content de sa décision. Quoi? Il lui dit qu'il est bien son fils pour prendre ce genre de décision. Il respecte totalement son choix et le soutient à 200%. Pour lui, c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais entendu dans la bouche de son père. Je sais que je risque de me faire frapper si je me présente devant vous, n'est-ce pas? Mais les amis, la vidéo est déjà là donc on est cool. Faut quand même dire qu'elle est assez longue donc installez-vous confortablement car ça va chauffer. Si vous êtes nouveau, il y a une playlist dans laquelle vous trouverez le début de cette histoire. C'est simple, vous n'avez qu'à commencer depuis le début et nous rattraper. Donc si vous êtes satisfait, vous pouvez mettre un like et commenter, peut-être même partager. Mais il ne faut surtout pas oublier le plus important, s'abonner pour augmenter notre petite communauté. De plus, pour ceux qui m'engueulent et disent que je les snob tout le temps, mec, vous n'avez qu'à me soutenir sur mon Patreon en faisant des petits dons de rien du tout. Ça ne coûtera même pas un ongle les gars et je serai régulier comme jamais. Comme d'habitude, je vous laisse le lien en description. Sur ce, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Quelques heures plus tard en direct dans le bureau du directeur, celui-ci demande à tous les instructeurs de rester à l'extérieur et monter la garde, le moment pour lui de causer seul à seul avec Chéon. Bien sûr il ne comprend rien. Mais à sa grande surprise, une barrière de son a été déployée lequel un genou avait fléchi. Ça a été très difficile pour Chéon d'après le directeur pour arriver à ce niveau, il le félicite pour avoir atteint son objectif. De sa réaction, notre protagoniste restait bien abasourdi. Mais il ne comprend pourquoi le directeur réagit aussi soudainement de la sorte, il n'est pas sûr de bien comprendre. Mais c'est simple. Il ne fait que montrer son profond respect envers un membre de la lignée Chéon, donc maintenant qu'il a réussi toutes les épreuves, il le prie de l'excuser car pendant ce moment il ne pouvait agir. Il ne va pas tourner autour du pot très longtemps donc va être direct, est-ce qu'il a obtenu les formations du premier Chéoma, mais celui-ci ne voit pas de quoi il veut parler. Fouillant dans sa poche, il lui dit qu'il est normal qu'il ne le fasse pas confiance. De son nom Li Wamyun, gardien de l'ouest du culte démoniaque, il s'engage à servir au péril de sa vie au moment de la bataille pour le trône. Et ce médaillon appartenant à sa famille est la guise de sa preuve. De toutes les éventuelles possibilités qu'il avait planifiées, il faut dire qu'il est tout bonnement choqué. Sauf qu'il est désolé, il ne sait pas comment il va pouvoir faire confiance à un fidèle larbin du Seigneur. Intérieurement, le directeur se dit qu'il est devenu plus mature. C'est vrai, il sert le Seigneur en tant que gardien, sauf que d'après les règles, il n'est en mesure de soutenir qui que ce soit. Mais il existe une exception capable de détourner ces règles. Chéon lui demande ce qu'il veut dire par là, mais le directeur lui fait comprendre que leur famille de gardiens ne reconnaît que comme successeur que le véritable héritier du fondateur Chéoma. Donc ce qu'il s'apprête à dire est un secret, donc seule une poignée de personnes en ont connaissance même au sein du culte. Il doit garder ça pour lui. L'art de l'épée démoniaque qui se transmet de génération en génération n'est pas la véritable technique d'épée du fondateur. Surpris, il lui demande si c'est vrai. Si ce n'est pas la véritable technique, alors qu'est-ce que c'est? Mais le directeur lui fait comprendre que celle-ci a été perdue il y a 500 ans de cela. Les 3 grandes familles de gardiens représentées par le grand gardien, donc le gardien de l'ouest et celui de l'est, ont servi le premier seigneur, donc le fondateur du culte jusqu'à nos jours. Sauf qu'à l'origine, le culte n'était pas constitué des 6 clans principaux à qui revenait de donner naissance à plusieurs héritiers. Le seigneur épousait une sainte choisie par le feu sacré se trouvant au palais impérial du culte démoniaque. Dès lors que ce dernier mis au monde devenait l'héritier légitime, les autres familles ne pouvaient gagner en puissance. Mais la plus grande crise de l'histoire
l'histoire du culte s'est produit il y a 500 ans de cela. Le culte démoniaque a été fondé à partir du zoroastrisme dans la région de Xinjiang, et une fois sur le trône chaque seigneur devait faire un pèlerinage dans les montagnes de Tian Shan à Xinjiang dans les 10 années suivantes, et Cheon Mui qui était à l'époque le seigneur, a également commencé son pèlerinage 5 ans après sa montée sur le trône. Durant ce pèlerinage le seigneur et la plupart de ses compagnons ont péri y compris le gardien de l'Est de l'époque, mais celui-ci ne comprend le pourquoi alors qu'il était censé être fort, mais il lui fait comprendre que c'est le dieu du sabre qui les a massacrés. Quoi? Le dieu du sabre? Cheon avait déjà entendu parler de lui. Le démon de l'épée étant considéré comme le plus puissant grand épéiste du culte, sauf qu'il y a une seule personne qu'il n'a pas pu vaincre, c'était le dieu du sabre. Le seigneur Cheon Mui a eu un enfant avec la sainte mais c'était une fille, sa lignée ainsi que l'art de l'épée démoniaque ont disparu en ce moment-là. Donc le seigneur Cheon Mui est décédé sans descendant lorsque sa fille avait 8 ans, et avec la mort soudaine du précédent seigneur à cause d'une maladie, le culte a dû faire face à la plus grande crise de l'histoire. En donc enfin de résoudre ce problème, le démon de l'épée qui était le premier aîné du conseil a été désigné comme seigneur provisoire. Heureusement grâce à ses talents autres que ceux du combattant, il a su apaiser rapidement les tensions. Sauf qu'une fois la situation stabilisée, sa priorité a été de restaurer l'art de l'épée démoniaque qui avait été perdu. Mais comme personne ne connaissait la méthode d'accumulation de Negong ni de circulation du Qi, il lui était impossible de le reproduire. Et pour la première fois le démon de l'épée qui n'était même pas un descendant de la famille Cheon s'est rendu dans la grotte de détention. Mais aucun des seigneurs n'est parvenu à comprendre les connaissances du fondateur Cheoma même en pénétrant dans la grotte, et le demois de l'épée n'a pas échappé à cette règle. Il est possible de deviner les formations grâce aux entailles sur les stèles mais sans la méthode de circulation ou d'accumulation du Negong il lui était impossible de les reproduire. Alors comme sa personne n'a réussi à percer le mystère mais le directeur continue en disant que le démon de l'épée est sorti de sa grotte de détention après 3 ans, et à partir des entailles laissées sur la stèle il a créé un nouvel art d'épée démoniaque en y ajoutant ses connaissances. Comme son art d'épée n'avait rien à envier à celui de Cheoma, les aînés décidèrent de le transmettre à la fille de Cheon Mui. Le démon de l'épée a ensuite déplacé les stèles de la grotte de détention dans la bibliothèque de l'académie, et notre protagoniste l'a très bien compris mais les traces laissées à l'arrière des stèles sont l'œuvre du démon de l'épée. Mais pourquoi celui-ci a-t-il laissé les traces de l'épée sur ces stèles? Avait-il une raison d'endommager les connaissances du fondateur Cheoma? Mais le directeur lui dit qu'il l'a retranscrit dans les manuels secrets après avoir classé ses formations. Donc les détériorations des stèles étaient définitivement inévitables. Le moine Gongwon qui était l'un des 5 grands maîtres de l'époque a été assassiné par le dieu du sabre exactement 2 ans plus tard, et encore 2 ans après ce fut le tour du roi des points de fer connu sur le nom de Yugjo Gyeyeon. Et comme il a été piégé dans les filets divins, son corps a été découvert seulement 10 jours plus tard. Donc tout ceci montrait que le dieu du sabre visait tous les grands maîtres. Ayant tué 3 des 5 grands maîtres sa réputation a augmenté drastiquement, même s'il restait encore Cheon Mion le chaman et le démon de l'épée. Les maîtres du Murim le considéraient comme le plus puissant. Voyant les marques des traces laissées sur les cadavres le démon n'arrivait pas à croire ses yeux, il ne pouvait que reconnaître qu'il était incapable de le vaincre avec son article. En considérant la défaite du dieu du sabre, il lui fallait une technique encore plus puissante que ce qu'il maîtrisait, c'est pour cela qu'il s'est concentré sur les traces du fondateur Cheoma. Ayant considéré que même le démon de l'épée serait incapable de lire les formations de Cheoma, les aînés l'ont autorisé à étudier le style de Cheoma. Cheon se dit que c'est la raison pour laquelle on pouvait voir la technique de parade de l'épée, mais il se demandait pourquoi il n'est pas composé des mouvements basiques. 4 ans plus tard le dieu du sabre a réapparu dans la montagne des 100 000, donc on imagine qu'il avait vaincu le chaman épéiste, donc il ne restait plus que le démon de l'épée. Le dieu du sabre et le démon de l'épée se sont affrontés durant 4 jours et 4 nuits, et comme vous le savez le combat s'est terminé par une égalité. Sauf que le démon de l'épée a dû faire face à un grand sacrifice, puisqu'il a laissé son bras droit qui est la fierté du maître martial. Après cet incident, le dieu du sabre n'est plus jamais réapparu dans le Murim, des rumeurs disaient qu'il était mort après avoir épuisé toute son énergie interne et d'autres disaient qu'il avait disparu après avoir obtenu le titre de meilleur sabreur du Murim. Après ces événements, le culte a changé. Le démon de l'épée qui avait perdu son bras droit et épuisé son énergie interne, s'est retiré de sa position de seigneur remplaçant et Cheon Mua la fille du défunt seigneur, est finalement monté sur le trône à l'âge de 16 ans. Servant pour la première fois une femme, les dirigeants du culte ont essayé à maintes reprises de changer la tradition concernant le choix des époux par le feu sacré, et étant impuissante malgré sa position le système des clans a finalement vu le jour. La seigneuresse Cheon Mua a eu 5 époux au cours de sa vie et 2 d'entre eux, étaient des disciples du démon de l'épée. Par la suite ils sont chacun devenus les fondateurs du clan de l'épée et celui des ténèbres. Les 3 autres étaient les enfants des 3 autres aînés tels que le premier, le deuxième et le troisième, faisant partie du clan du poison, du son et de la lame. Enfin, le démon de l'épée a fondé l'académie pour les générations futures. Est-ce qu'il comprend même le pourquoi il le lui raconte? Cheon lui fait comprendre qu'il comprend que le véritable objectif de la fondation de l'académie n'est pas seulement d'entraîner les générations futures, et exactement. Mais pour être plus précis il y a 2 objectifs. Le premier est de trouver le véritable héritier qui saura perpétuer les connaissances du fondateur. Le démon de l'épée n'est pas parvenu à reproduire la technique d'épée démoniaque de Cheoma. Il était persuadé qu'un jour, un descendant de la famille Cheon sera capable de comprendre ses secrets. Donc pour sécuriser la grotte démoniaque scellée et pour éviter que les autres clans puissent y avoir accès,
il a fondé l'académie du culte démoniaque. Depuis, 500 ans ont passé. Mais la volonté du démon n'a toujours pas été accomplie et n'a été transmise que oralement dans la famille des gardiens jusqu'à l'arrivée de notre protagoniste. Durant ce temps, le directeur a pu observer un nombre incalculable de fois l'art d'épée démoniaque en servant le seigneur du culte durant la guerre. Croyait-il réellement qu'il n'allait pas se rendre compte et reconnaître l'art qu'il a utilisé aujourd'hui face au 12e aîné? Notre protagoniste est bien perplexe à la situation. Alors il va lui poser la question une dernière fois. Est-ce qu'il a maîtrisé les techniques du fondateur Sheoma? Notre protagoniste, n'ayant pas le choix, décide de le faire confiance en haussant la tête positivement. C'était véritablement une nouvelle très grandiose pour le directeur. Se prosternant, il lui dit que de son nom Limung, gardien de l'Ouest, il salue le véritable successeur du fondateur Sheoma. Mais Sheon a d'autres priorités en tête, lui dépendant le second objectif. Puisqu'il a parlé de 2 objectifs, le directeur lui demande de le suivre. Après quelques minutes dans la cour de l'académie démoniaque, celui-ci arrive accompagné de Sheon, lequel le garde à l'entrée n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Curieux, il demande et le directeur lui dit qu'ils doivent entrer. Quoi? Il parle du sanctuaire souterrain? Si c'est le cas, ça veut dire que quelqu'un est parvenu à passer la 6e épreuve, et un peu plus tard ceux-ci se dirigent vers le dit sous-sol. Notre protagoniste savait déjà qu'il y a un sous-sol au sein de la bibliothèque secrète, mais de là à le voir en vrai, mais de loin les autres gardes de l'entrée saluent à leur tour le directeur. En effet, tout comme l'autre, ils sont surpris quand le directeur leur demande d'ouvrir le sanctuaire. Le pire, c'est qu'ils n'arrivent pas à croire qu'un jeune homme tel que Sheon a réussi la 6e épreuve. Tous n'auraient jamais pensé ouvrir cette porte un jour. Les 3 clés qui permettent l'ouverture ont été insérées, lequel ce dernier à gauche du directeur donne le compte à rebours, et après ça les clés ont accompli leur travail, laissant ainsi tout le bâtiment trembler par l'ouverture du sanctuaire. Une hideuse fumée s'échappait des lieux, lequel Sheon ressent une odeur nauséabonde mais très faible comparée à celui de la grotte du Imuji. Le directeur s'était approché d'une table, lequel disait à notre protagoniste que voici la 2e raison de la création de l'académie démoniaque. Même lui n'arrivait pas à y croire. Un bras et une peau humaine, donc tous ces odeurs seraient l'odeur d'un produit de conservation. Maïs, ce n'est pas tout. Ces blessures sont des traces de sabre, sauf qu'elles ne sont pas des entailles ordinaires. Rien en pensant, il peut sentir une énergie très tranchante et peut même le matérialiser avec son esprit. Il peut même matérialiser la personne qui la manie, donc tout comme Nano il va matérialiser un combat. Effectuant la danse du papillon, donc la danse des frappés multiples, alors que l'avatar avait déjà pris les devants avec les techniques du dieu du sabre, il lui a fallu quelques secondes pour perdre ce combat. Sheon n'arrive pas à y croire. Et dire que de tels mouvements existent, la puissance de cet art est si élevée qu'il n'arrive même pas à bloquer une seule attaque avec la danse du papillon. Sans la technique de parade ou la technique du fondateur Sheoma, il est impossible d'y faire face. Curieux, il demande si ces restes sont le corps et la bras du démon de l'épée, que ce dernier lui rétorqua que oui. Il perspicace comme il fallait s'y attendre d'un héritier. À côté se trouvent tous les manuels secrets qui ont été laissés par le démon de l'épée. Notre protagoniste est plus qu'abasourdi de telles découvertes. Ces manuels n'étaient d'autres que les connaissances de l'épée démoniaque, les 24 épées démoniaques et les analyses des mouvements du dieu du sabre. Donc d'après Sheon, il se dit que cet endroit a été créé dans le but de trouver le successeur du fondateur Sheoma, mais également un disciple du démon de l'épée 1. Mais pour être plus précis, d'après le directeur, l'académie a été créée pour les générations futures et contrer l'art du dieu du sabre. Mais il doit savoir quelque chose sur les dernières paroles du démon de l'épée avant de mourir. Tout perplexe, notre protagoniste aimerait en savoir plus, et le directeur lui dit que le duel d'après le démon de l'épée en lui et le dieu du sabre s'est terminé sur une égalité, mais en réalité, le dieu du sabre aurait disparu en plein milieu du combat. Comme c'était la première fois pour lui de galère autant dans un combat, il a dit au démon de l'épée qu'il reviendra un jour, sauf qu'après cela le démon de l'épée l'a attendu pendant 4 jours, mais il n'est jamais revenu. Pendant 15 ans, le dieu du sabre n'a jamais réapparu jusqu'au décès du démon de l'épée. 500 ans se sont écoulés depuis cet incident et pour être honnête, il ne pensait pas qu'un descendant du dieu du sabre apparaisse un jour, mais il le prie de bien veiller à étudier ses traces de sabre et accomplir la volonté du démon de l'épée. Puisque le temps n'est pas limité dans cette grotte, il va lui remettre cette clé, c'est la preuve qu'il est possible de sortir même s'il est fermé de l'extérieur. Aussitôt terminé de blablater, aussitôt parti. Ça c'est très cool ça. Des vrais manuels secrets du démon de l'épée. Grâce à Nano ça va être du beurre, il va le scanner. Il ordonne donc à la Nano, lequel accepta avec plaisir. En y regardant de plus près, les connaissances de l'épée démoniaque sont bien plus puissants que les arts martiaux des 6 clans principaux, mais comparé à la technique d'épée démoniaque de Sheoma ou la technique de parade, elles sont bien plus faibles. Bon, il peut quand même l'enseigner à ses subordonnés, non? Mais concernant les analyses des traces du dieu du sabre, il s'agit des notes laissées après avoir étudié les traces de sabre sur les victimes de ce dernier et surtout sur son bras. Bref, il n'a pas pu découvrir grand chose. Sauf qu'en feuilletant le manuel de 24 épées démoniaques, il se rend compte qu'il s'agit de la technique améliorée de la technique de parade grâce aux découvertes sur les stèles. Voilà donc l'art de l'épée unique que le démon de l'épée a créé afin de combattre le dieu du sabre. C'est si triste pour le démon de l'épée, car s'il avait continué le combat, il aurait probablement perdu. Donc, les mouvements de sabre qu'il a ressentis dans son esprit étaient suffisamment puissants pour rivaliser avec la 4e formation de la technique d'épée démoniaque de Sheoma. Bon, il va d'abord vérifier tout ça. Il demande à la nanomachine de matérialiser une réalité augmentée en fonction des marques se trouvant sur le bras tranché contre la 4e formation du fondateur Sheoma. Après quelques secondes, celle-ci a réussi la matérialisation des deux avatars. La 4e s'était lancée en premier, suivi de l'avatar du dieu du sabre, lequel leur mouvement était tout bonnement ridicule qu'on n'en vit rien, sauf que la 4e formation du fondateur Sheoma a rebroussé chemin. Pas possible. En un seul mouvement seulement, la 4e formation a réussi à repousser le dieu du sabre, mais l'impact l'a fait reculer de 3 pas.
Sauf que la technique de Sheoma est plus précise mais la puissance des coups du sabre sont largement supérieures. Si les entailles sur le bras ont été laissées pas une formation ultime alors elle est inférieure à la technique d'épée démoniaque de Sheoma mais s'il reste encore de la réserve, il s'agit là d'un art martial qui pourrait rivaliser avec la technique du fondateur Sheoma. Alors comme ça le directeur aimerait qu'il contre la formation de Sabra. Non mais quelle connerie. Puisqu'il a Nano avec lui qui est capable de reproduire parfaitement la dernière formation laissée sur le bras, ça ce n'est plus une coïncidence. 7 jours après la réussite de Sheon et Owoon à la 6e épreuve, 3 ans et 6 mois se sont écoulés depuis que les étudiants sont entrés à l'académie démoniaque, 56 ont réussi la 4e épreuve et seulement une seule a réussi la 6e épreuve. Sur 1000 étudiants il en reste désormais 64. Bizarrement c'est le meilleur résultat obtenu depuis des siècles. Mais concernant la bataille pour le trône elle se déroule différemment que les précédentes. En temps normal les candidats ayant réussi la 5e épreuve auraient étendu leur autorité et se seraient affrontés mais Sheon Hachut-chan du clan de la lame, qui était même le candidat favori a été exclu avec son bras tranché. Ensuite vient un autre favori Sheon Kyung-moon du clan de l'épée qui a lui aussi perdu son bras. Sur 6 candidats 5 ont dû quitter l'académie ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Les seuls prétendants restants sont Sheon Eowoon et Sheon Mueon. 5 mois avant de sortir de l'académie la compétition pour le trône avait déjà commencé entre les deux candidats, et au terrain vague du nord-ouest de l'académie une troupe d'étudiants sont réunis. Celui-ci demande à son interlocuteur si c'est une bonne idée de se débarrasser du protagoniste alors que les autres jeunes maîtres a perdu face à lui. Est-ce que Sheon Mueon est au moins au courant? Le descendant du clan des ténèbres connu sur le nom de Mu Jin-yoon les fait comprendre que c'est le jeune maître qui a donné lui-même l'ordre. Donc on va dire qu'il lui a confié toutes les responsabilités puisqu'il veut se concentrer sur son entraînement. S'il continue de laisser ce bâtard faire comme il veut ils perdront l'occasion de se débarrasser de lui. Le descendant du clan Yeonyon connu sur le nom de Guksin dit à son interlocuteur qu'il a raison. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils veulent pas quand même se battre contre quelqu'un qui a tué le 12e aîné n'est-ce pas? S'il veut son avis ils doivent d'abord recruter les autres étudiants restants qui n'ont pas encore choisi leur camp. Oui pour commencer ils vont faire comme il a dit donc. Ils vont d'abord recruter l'étudiant Samachak du clan des chamans et l'étudiant Wanya du clan des fantômes volants. S'ils peuvent les enrôler la victoire sera à eux. Samachak et Wanya sont les fils des aînés tels que Meuil le 9e et Wanei le 11e. Celui-ci dit qu'il peut comprendre pour Samachak mais pour l'autre, ne voit-il pas qu'il est hyper moche? Mais il lui dit que lui aussi est troublé mais ce n'est pas le moment de faire son difficile. Sinon il a entendu dire que Sheon ne sortait plus de la salle d'entraînement, c'est donc le moment parfait pour agir. Donc ils vont le priver de ses jambes et ses bras puis l'éliminer. Quoi? Il est malade? 2 prétendants au trône ont perdu leurs bras en s'attaquant à ses subordonnés et lui il veut recommencer, mais qu'il le baratine alors que son plan est resté impeccable. Ils vont monter les uns avec les autres, ils n'ont pas besoin d'affronter ce monstre même qu'ils réfléchissent. Perplexe il lui demande s'il connaît seulement des gens prêts à affronter ce connard. Bien sûr il a pensé à tout. Dans cette académie il y a 4 têtes qui détestent ce bouffon plus que tout, en parlant celui-ci avait déjà tout compris. Le lendemain à 16h surtout à la salle d'entraînement de Sheon, le coup d'épée suivi des multiples mouvements de notre protagoniste faisait rage là où sa posture pourtant difficile était tout bonnement incroyable. S'exclamant il dit à la nano qu'ils ont réussi la formation de l'art du sabre du dieu des sabres. En analysant les entailles laissées par le dieu du sabre et le démon de l'épée, la nano a pu obtenir 6 formations, et contrairement aux autres il a aussi trouvé la méthode de circulation de Ki. Pendant ces 3 ans et 3 mois d'entraînement solitaire, Nano qui avait réussi à analyser tous les arts martiaux qu'il avait enregistrés fut capable de simuler un nombre incalculable de méthodes de circulation de Ki semblables à l'origine et plus encore. Il imagine que le démon de l'épée aurait été choqué en apprenant la nouvelle. Après cet instant de travail acharné notre protagoniste se trouve déjà à la cafétéria pour un bon repas. Merde les plats épicés pour le dîner ne font que l'attirer, ça tombe bien il avait un petit creux. Bizarrement la main du cuisinier ne cesse de trembler. C'est bien la première fois pour notre protagoniste de voir une telle réaction chez le chef. Sauf qu'au même moment au loin, une personne semblait l'observer attentivement. Tout perplexe il demande à celui s'il va bien lequel lui rétorqua positivement, il s'est juste levé du mauvais pied aujourd'hui. N'a disant pas un mot il s'était déplacé vers son siège, mais de loin encore un regard frustrant était concentré sur lui. Mais comme si de rien n'était il s'était assis. Lequel troublé il méditait sur la réaction du chef lequel ce dernier se demande s'il s'était rendu compte de quelque chose. À la vue du goûter très brièvement notre protagoniste avait ressenti quelque chose d'inhabituel. Bizarrement il a bouffé toute cette bouffe très délicieuse lequel quelqu'un était très content du résultat. Devant la salle d'entraînement individuelle de l'académie, celui-ci les demande s'il pense que leur jeune seigneur Sheon va encore sauter le repas, et Obong lui dit qu'il mange au moins une fois tous les 2 jours c'est déjà ça non. Go Angel dit qu'il ne l'a pas vu aujourd'hui non plus à la cafétéria. Il est donc possible qu'il mange à l'heure actuelle. Mincu s'énerve contre Osangwa et Baekki de ne pas avoir terminé leur entraînement un peu tôt, car à cause d'eux elle ne va pas pouvoir voir son jeune seigneur adoré. Go Angel se rend compte que Mincu aime Sheon plus et Obong. Parfois Mincu d'après Go Angel se comporte souvent comme une femme croyant que c'est un homme, en plus de ça Mincu a une apparence féminine c'est bizarre non. Mais revenant à la réalité il se dit qu'il devient bizarre au fur et à mesure. Bizarrement il se dirige vers la cafétéria en groupe lequel Mincu ne cesse de gronder Baekki pour son retard, mais Obong lui dit qu'il est au moins sorti non, mais à leur plus gros désarroi Go Angel les avait tous stoppés. Une marmaille de foule se tenait devant qu'eux avec ce bâtard du clan Youngmin devant, le sourire aux lèvres ils se disent que leur plan fonctionnera à coup sûr. Au même moment Sheon est aussi en embuscade devant 4 connards,
Tout poliment il leur demande s'ils se connaissent, et rajoute que ça aurait été bien si le clan des ténèbres et celui des enfers avaient été là, mais bon, il va faire avec ce qu'il a. Ces 4 assaillants ne sont d'autres le descendant du clan du son connu sur le nom de Kyung-pyo, le descendant du clan de l'épée connu sur le nom de Han Yu-jik, le descendant du clan de la lame connu sur le nom de Bu-yang-kang, et le descendant du clan du poison connu sur le nom de Baek Cheolgu. Le criant dessus il dit à notre protagoniste qu'il pensait s'en sortir comme ça après avoir détruit l'air d'Adian de son frère et tué son grand-père. L'autre dégainant son épée lui demande s'il a les qualités nécessaires pour convoiter le trône, même celui-ci n'ayant dit aucun mot avait quand même dégainé son épée. Par ailleurs celui ayant déjà fait l'expérience du gourou de notre protagoniste restait bien derrière. Souriant il les demande s'ils pensent pouvoir le vaincre en l'attaquant tous les 4, ils doivent sûrement avoir une idée derrière la tête non. En ricanant tout en le traitant de fils de pute il se dit intérieur que ce bouffon ne sait même pas qu'il y a du poison dans son corps, il imagine même pas à quel point il a été miniteux. Même un bouffon de puissance comme lui n'a vu que du feu, il ne peut pas imaginer que cuisinier qu'il côtoie tous les jours a mis du poison dans sa bouffe, il est peut-être en mesure de se protéger du poison venant de l'extérieur avec son bouclier de ki, mais quand c'est à l'intérieur il est impossible même pour les plus grands maîtres. Ce poison très dangereux disperse le ki du corps pendant une durée de 6 heures, il est placé là tout rassuré, il ne sait pas qu'il est déjà un cadavre ambulant. Curieux il lui dit qu'il est courageux au point d'être détendu, mais il doit savoir qu'il va bientôt rejoindre ses subordonnés à l'infirmerie, enfin s'il parvient à sortir d'ici vivant. Est-ce qu'il vient de parler de ses subordonnés? Notre protagoniste ne comprend pas. Se sont-ils alliés au clan des ténèbres? Si son frère Cheon Mueon était là, ça pourrait être dangereux. Dégainant son sabre il était prêt à en découdre leur disant qu'il n'a pas le temps à perdre avec eux donc va en terminer rapidement. Parlant pour sa première fois il lui dit qu'il est beaucoup trop prétentieux pour quelqu'un qui va finir décapité. Puisqu'il a coupé le bras de sa sœur donc la princesse du clan du son, il va également prendre le sien. Un bruit avait retenti lequel son épée avait volé, que dis-je, la moitié de son arme avant volé à son plus gros désarroi. D'un mouvement très rapide de notre héros le bras de ce bouffon tout comme sa sœur avait été tranché, on dirait qu'ils n'ont pas compris c'était merdeur. Il vient de dire qu'il était pressé. Celui qui venait de se faire trancher le bras ne pouvait que hurler d'agonie devant la lame de Cheon lequel était placé tel un dieu devant ses assaillants. Celui-ci plutôt confiant au début n'arrive pas à comprendre comment il arrive à matérialiser une lame de ki alors qu'il est empoisonné. Tendant sa main il lui demande si c'est de ça qu'il est en train de parler, là où celui-ci dégoulinait de l'intérieur de sa main avant de tomber sur la cuisse de celui-ci lequel en hurla de douleur d'agonie. Pensait-il réellement que ce genre de choses fonctionnerait sur un monstre de son envergure? Un peu plus tôt il a demandé à la nanomachine d'analyser la soupe. Dès qu'il l'a goûté la nanomachine lui a dit qu'une substance qui disperse l'énergie interne et du poison ont été détectées à l'intérieur de la soupe. C'est ça qui lui a plus surpris à la cantine aujourd'hui. Putain c'était trop prévisible, mais pour qu'il ne le soupçonne pas il a décidé de boire la soupe pour les forcer à sortir et voilà le résultat. Mais il demande à la nanomachine si c'est possible de garder ce poison dans un coin de son corps et le libérer le moment venu lequel celle-ci lui rétorqua que c'est possible. Troublé il se dit qu'en plus d'absorber de l'acide empoisonné il est même capable de l'expulser de son corps, mais c'est impossible même lui qui fait partir du clan de poison est incapable de faire une telle chose. Et d'un mouvement brusque il s'était déplacé lequel ce dernier leur demande en hurlant de faire attention mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit Cheon était déjà derrière lui lequel a reçu un énorme coup de ki derrière le torse qu'il en cracha du sang en énorme quantité avant de s'écraser au sol au plus gros désarroi de tout le monde. Maintenant celui-ci compte pourquoi d'où se venait ce malaise, il n'aurait jamais dû écouter ce connard de Cheolgu sauf que maintenant il est trop tard sans compter que la blessure qu'il lui a infligée la dernière fois à la poitrine n'est toujours pas guérie. Est-ce qu'il va encore terminer à l'infirmerie? Mais le mouvement de ce dernier est plutôt inquiétant pour les autres car notre protagoniste devenu antagoniste s'apprêtait à broyer le crâne de celui-ci pourtant ses assaillants lui hurlent d'attendre une seconde mais seul un énorme bruit du crâne écrasé pouvait s'entendre là où le premier bouffon avait perdu la vie sur le regard choqué des autres. Sans aucune once de peur il les annonce que c'est maintenant à leur tour de passer lequel les battements de cœur de celui-ci ne cessaient d'accélérer. Devant les mots et l'apparence froide de Cheon il venait de comprendre qu'ils sont fichus, mais Cheolgu lui dit qu'il est vraiment fou pour faire une telle chose, ne craint-il pas la foudre des cyclans en faisant cela? En rigolant il lui dit qu'il devrait plutôt craindre pour sa vie actuellement. Utilisant la télékinésie il venait de déplacer l'arme de ce dernier qui s'est fait trancher le bras lequel d'un mouvement brusque l'arme s'était déplacée à la vitesse du son là où cette dernière avait trouvé refuge sur le torse de ce dernier qui se rend compte seulement maintenant qu'il se retrouvera à la morgue cette fois-ci. Cheolgu essaie d'hurler le nom de Kyung-pyo à plein poumon mais il était déjà trop tard. Maintenant il comprend, s'il avait peur il n'aurait jamais commencé. Ici Go Wangel et ses compagnons étaient à la recherche de leur leader croyant qu'il est en danger avant de l'apercevoir au loin se dirigeant lui aussi vers eux. Hurlant tous d'inquiétude il demande à Cheon s'il se porte bien. L'étudiante Makyu dit qu'elle est rassurée à présent qu'il se porte bien, elle était très inquiète. Cheon leur fait comprendre qu'il va bien mais leur demande s'ils n'ont pas été attaqués. Go Wangel lui demande comment il est au courant. En effet alors que leur assaillant se tenait devant que leurs leaders prirent la parole disant à Go Wangel qu'ils savent que sa loyauté envers Cheon est sans limite, mais il doit savoir que Cheon est fort parce qu'il se trouve à l'académie mais une fois sorti il imagine un peu le bordel. Lui seul face au cyclan pense-t-il seulement que c'est possible, donc contrairement à notre protagoniste Cheon Mueon du clan des ténèbres est généreux et peut tous les accepter comme subordonnés. Qu'ils ne prennent pas de décisions stupides en faisant confiance à quelqu'un qui serait bientôt handicapé. Lui hurlant dessus et Obong lui demande de la fermer, il pensait réellement que ce genre de ruse allait fonctionner sur eux, et puis depuis tout à l'heure il ne cesse d'appeler leur prince par son prénom mais il oublie une chose, Cheon est maintenant un aîné. Ricanant nerveusement il se demande comment un enfoiré d'idiot de clan
inférieur ose l'adresser la parole, le provoquant et Obong lui dit qu'ils doivent se battre pour déterminer qui est l'enfoiré ici. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ce connard? Étant prêt à en découdre, son camarade lui dit de se calmer, ils sont pas là pour ça. Prenant la parole, Go Angel lui fait savoir que leur prince n'est pas seul, disant ensuite qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie s'il le faut. Ricanant, il riposte en disant que l'aîné Chéon semble bien entouré, donc plus qu'il assiste à cette scène, plus il compte leur faire accepter son offre. Il sait qu'il est intelligent, donc qu'ils réfléchissent bien à sa proposition. Chéon n'arrive pas à croire qu'ils sont partis sans faire d'histoire. Pour Go Angel, ces abrutis essayaient de manigancer quelque chose, mais comme ils ne se sont pas laissés faire, ils sont répartis. Intérieurement, il se dit que si 4 clans principaux ont essayé de lui tendre un piège pour le tuer, mais ceux du clan des Ténèbres sont répartis seulement après avoir fait cette proposition, ce qui veut dire qu'il était seulement là pour gagner du temps. Sérieux, il les fait comprendre que ces derniers partants étaient seulement là pour les monter les uns et les autres, lequel tout le monde était plutôt surpris de ces dires. À la salle d'entraînement individuelle, une personne dit à une autre qu'il a fait exactement ce qu'on lui a ordonné de faire. Donc que ce connard de Chéon meurt ou survive, ils n'auront rien à voir là-dedans et surtout rien à perdre. Chéon Muéon lui dit de ne pas être trop fier pour le moment car ils n'ont pas encore gagné. Il faut qu'il comprenne que ce type a survécu à la technique de l'homme poison du clan du poison, mais celui-ci lui rétorqua que quoi qu'il en soit, s'il meurt par du poison, lui prétendant au trône serait le dernier sur la liste, par conséquent le trône sera automatiquement à lui, non. Et si par malchance il survit, il ne restera pas les bras croisés, donc s'attirera les foudres des 6 clans principaux. Mais même s'il survit, ils peuvent prétendre qu'ils n'ont rien à voir avec la méthode des poisons, mais quand même, dire qu'il ne peut le vaincre à la loyale et passe par ce genre de choses, sa fierté en prend un coup. Bizarrement, on toquait violemment à la porte, lequel se disent qu'ils ont bien précisé que cette salle était occupée. Non, le prince du clan des Ténèbres lui demandait d'ouvrir la porte, lequel fut surpris de voir l'instructeur au devant la porte. Celui-ci était accompagné de plusieurs instructeurs de haut niveau armés jusqu'aux dents. Surpris, il demande au doyen ce qu'il fait devant leur porte, lequel en colère, il lui fait comprendre qu'il a reçu l'ordre de les amener de gré ou de force au bureau du directeur. Il ne souhaite pas employer la force alors qu'ils coopèrent sur le champ. Quelques minutes plus tard, ils sont en direction vers les lieux du crime, escortés par le doyen. Immédiatement, ceux-ci ont ressenti une odeur de sang, lequel l'horreur devant qu'eux était tout bonnement impossible. Ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi ce type venant du clan du son est mort. Chéon Muéon en restait bien perplexe à la situation. Les interpellant par leur nom de niveau, lequel ces derniers le saluent convenablement. À l'endroit où il les demande si c'est eux qui ont planifié tout ceci, mais très rapidement celui-ci dit qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe ici. Chéon Muéon dit qu'il était en salle d'entraînement avant d'être escorté par le doyen, ou donc tout ceci pour dire qu'ils n'ont absolument rien à voir avec cette situation. Et comme il les interroge sans toutefois les expliquer la situation, ils sont tous bonnement perdus. Se tournant, il cherche à présent à inspecter les corps des défunts, et à la vue du premier, celui-ci était bien terrorisé. Connaissant cet étudiant connu sur le nom de Hank toujours, il se dit qu'il est mort après avoir perdu autant de sang, mais à en juger par la couleur de sa peau, on dirait qu'il est mort empoisonné. Mais comment se fait-il que ce soit Hang Yujik et non Chéon Eoun? Le directeur leur demande de passer au suivant. Se précipitant sur les lieux là où le deuxième cadavre se trouve, il n'arrive pas à croire que même Kyun Pyo soit aussi mort sur le coup, mais en regardant de plus près, il mord d'une épée du clan du sang. Merde, d'après lui, la scène a été soigneusement arrangée pour faire croire que Hang Yujik et Kyun Pyo se sont entretués. Il s'est probablement passé quelque chose. Le directeur les fait comprendre que voici un autre cadavre brutalement assassiné. Ces bleus sur son dos sont les 8 formes de nuages. La 4e formation de la paume destructrice des nuages sombres. Mais pourquoi a-t-il des blessures liées à la paume destructrice des nuages sombres d'ailleurs? Il semblerait que son frère et lui soient pris à tort pour des criminels. Ce dernier voulant réagir mais par télépathie, Chéon Muéon lui demande de la boucler. Il lui dit que c'est un piège. Les manuels secrets de la paume destructrice se trouvent seulement au 5e étage de la bibliothèque de l'Académie démoniaque. À partir de maintenant, il va s'occuper du reste, donc qu'il reste tranquille et observe. Ce connard a été plutôt malin, mais employer une technique de la paume se trouvant au 5e étage était une erreur grave de sa part. De ses dires, son frère se rend compte que Chéon Muéon a raison. Notre protagoniste, selon lui, a dû maîtriser cette technique se trouvant seulement au 5e étage. Se retournant brusquement, il leur montre le dernier cadavre. Ceux-ci étaient tout bonnement choqués et tourmentés, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Celui-ci, faisant partie du clan du poison, est mort d'une technique peu commune, une technique de paume destructrice de nuages sombres et d'une technique de l'épée des ténèbres. Serrant sa main, il ne comprend pas comment ce bouffon a pu utiliser cette technique. Et épée droit dans la main gauche. Le clan de ténèbres se trouve au sommet des 6 clans principaux, lequel Mujiwon, le chef de ce clan, est par ailleurs le premier aîné, étant aussi un véritable maître des arts martiaux qui a réussi à prendre la 2e place au classement en maîtrisant parfaitement les 2 techniques épée droit dans la main gauche et épée gauche dans la main droite. Seul le chef de clan et Chéon Muéon qui ont pu maîtriser cette technique, et ce dernier l'avait utilisé lors de la 3e épreuve afin d'obtenir un badge. Mais quelle est cette ruse qu'il a utilisé, ce bouffon de Chéon Eoun? Comment a-t-il pu maîtriser une technique qu'il a utilisée lors de la 3e épreuve d'il y a 3 ans? Même son grand-père n'en serait pas capable. Hurlant, son frère interpelle le directeur disant que tout ceci est un piège. Pendant tout ce temps, le chef de brigade Chéon Muéon était en salle d'entraînement. Comment aurait-il pu les tuer? Un piège?
C'est ce qu'il vient de dire, oui c'est exactement ça un piège. Le directeur lui dit qu'il a l'impression qu'il est au courant de quelque chose, merde c'est foutu. S'ils veulent tout expliquer ils doivent révéler le pourquoi ils sont impliqués, en plus de ça si son frère se fait expulser de l'académie démoniaque à cause de cet incident ce bâtard de Sheon Eowon deviendra le vainqueur de cette bataille pour le trône. Il doit au moins empêcher qu'il se fasse exclure. Lui hurlant dessus le directeur demande au instructeur de les arrêter car ceux-ci essaient de se créer une excuse, mais à la dernière minute il dit qu'il va tout leur dire. Sheon Eowon, c'est Sheon Eowon qui a planifié tout cela. Voulant écouter ce qu'il avait à dire le directeur demande au instructeur d'attendre d'abord qu'il finisse ses dires. Sheon Mueon se dit qu'il avait pourtant dit à son frère d'être prudent mais bon. Il imagine qu'ils n'ont plus le choix à présent. En réalité Baek Sheolgu du clan de Poison leur a proposé d'empoisonner Sheon Eowon et de l'attaquer ensemble lorsqu'ils seraient affaiblis, mais ils ont refusé son offre car cela les paraissait trop lâche. Donc ils ne sont au courant de rien de plus, ils ne savaient même pas qu'il était mort. Il n'y a que Sheon Eowon qui a une raison de les tuer. Convoquez-le lui aussi non, et ses subordonnés pour une interrogatoire. C'est pas normal qu'ils soient les seuls à être accusés. Le directeur en colère les demande s'il le prend pour un bouffon, selon qui est-ce qui a trouvé les corps, ne comprenant pas il dit qu'il croyait que ce sont les instructeurs non. Pour information c'est l'aîné Sheon Eowon qui a trouvé les cadavres et est venu lui faire part. Quoi? C'est impossible. Sheon Eowon est pourtant le coupable alors pourquoi? Mais de loin il leur demande la raison pour laquelle ils disent qu'il est le coupable. Notre protagoniste venait tout rassurer après avoir fait son gros coup sur les 10 lieux de son crime, le directeur le salue l'appelant sur le nom d'aîné. Merde pourquoi il fallait que ce bouffon se pointe? Le directeur leur demande de saluer l'aîné Sheon comme il se doit, que tous les deux voyant qu'ils ont le même âge et qu'ils le méprisent refusent de le faire, les hurlant dessus le directeur les demande de saluer l'aîné Sheon Eowon comme il se doit. Voyant son frère le faire pourtant très en colère, lui aussi le firent et salua ce dernier convenablement. Alors comme ça le chef d'équipe Mueon dit que tout ce foutre bordel a été causé par lui, est-ce qu'il peut aussi moins jeter un coup d'œil aux morts? Le directeur lui dit qu'ils vont le conduire. Devant les cadavres déjà réunis après quelques minutes, le doyen dit que le bras de Han Yujik a été tranché par le chef d'équipe Buyankang du clan de la Lame, et a été empoisonné par le chef d'équipe Baek Sheolgu du clan de Poison. Quant au chef d'équipe Kyung Pyo, son cœur a été transpercé par les lames du chef d'équipe Han Yujik du clan de Son. Voyant cela Sheon Mueon se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange, le doyen continue en disant que pour ce qui est du chef d'équipe Buyankang, il est mort la tête écrasée mais il semblerait que la technique de la paume destructrice lui a d'abord causé des blessures internes. Le directeur lui dit ensuite que le chef d'équipe Baek Sheolgu est mort d'une technique utilisée par le clan des ténèbres, l'épée gauche dans la main droite. Mais c'est bien étrange non, ne le voit-il pas, Mueon? S'il les avait tous tués comme ils le prétendent il devrait connaître tous ces différentes techniques non, en commençant par l'art du poison. Mais il ne sait pas pour eux mais en rassemblant les informations des instructeurs, notre protagoniste a juste l'impression qu'ils se sont entretués non, de ces dires Sheon Mueon en était plus que terrorisé en comprenant là où son ennemi veut en venir, cet enfoiré de Sheon Eowon avait tout planifié. Au début il pensait qu'il voulait l'expulser de l'académie puisqu'il est le dernier candidat, mais ce n'était pas le cas. Si ces corps finissent par retourner vers leurs familles respectives, ils n'auront pas d'autre choix que de retrouver les responsables en se basant sur les traces de blessures. Le véritable objectif de ce bouffon était faire en sorte que les 5 clans principaux se battent entre eux. Putain il les a eux. Il a retourné leur technique contre eux, ce bouffon de Sheon Eowon. Tout souriant le directeur était plus gravi, qu'on les amenait à la grotte de détention sur le champ. Après quelques minutes au bureau du directeur, le doyen lui dit que les corps ont été envoyés dans leurs familles respectives, et ils ont également envoyé une lettre indiquant que Sheon Mueon et Mu Jinyun seront enfermés jusqu'au retour du seigneur et les aînés. Quel étrange tour de passe-passe. Personne ne serait en mesure de discerner la vérité en observant uniquement les cadavres, le directeur trouve ça bizarre lui aussi. Reproduire une technique qu'ils ont vue une seule fois est impossible même pour les grands maîtres. En plus de ça il ne s'agissait pas d'une technique ordinaire mais de là à maîtriser une technique secrète du clan des ténèbres, quoi qu'il en devienne. La rupture des 6 clans principaux est inévitable. Les seigneurs du culte avaient tout fait pour les affaiblir mais c'est finalement son fils qui va les diviser grâce à un stratagème seulement réalisable depuis l'académie. D'après le directeur, le véritable successeur que le démon de l'épée attendait va enfin apparaître. À l'ouest du château du culte au manoir du clan de Poison, une mère pleure sur le cadavre de son fils. Et il semblerait que ça soit Baek Sheolgu. Le vice-chef du clan de Poison dit qu'il ne peut plus rester les bras croisés après ce qui s'est passé. Ces enfoirés ont vraiment dépassé les bornes. Le chef de la lignée du clan de Poison Baek Shao soutient également les dires du vice-chef. Ils ne peuvent OAS laisser le clan de ténèbres se jouer d'eux. Alors que leur chef avait refusé la 6e épreuve, il est revenu sur sa décision après la visite de la dame du clan des ténèbres. Et malgré cela, elle a quand même osé venir à ses funérailles. Cette sorcière connue sur le nom de Dame Mou les prendront, ils doivent lui trancher la tête à cette salope et venger la mort de Sheolgu. Celui-ci prenant la parole dit à tout le monde de l'excuser pour ce qu'il va dire mais c'est le moment de les attaquer. Celui-ci soutenant ses dires qu'ils doivent profiter tant que le chef de clan des ténèbres n'est pas là. Le chauve dit que le clan des ténèbres pense qu'ils sont occupés aux funérailles de leur neveu donc ils ne peuvent pas laisser passer cette chance. C'est bien vrai. Pour l'instant qu'ils continuent la cérémonie. Mais à minuit qu'il ordonne à quelques gardes de se préparer car après de l'aube à 2 heures ils vont attaquer le clan des ténèbres. Le lendemain à 4 heures du matin au clan des ténèbres,
Portant une cagoule, il dit qu'ils vont faire vite et foutre le camp, donc ils vont pénétrer leur quartier général. Au coup d'envoi, ceux-ci avaient lancé les hostilités, lequel était sûr de gagner pendant la nuit, profitant comme tous dorment. Arrivé à destination, celui-ci dit qu'il a un mauvais pressentiment. Il y a absolument personne alors qu'ils ont pénétré le manoir. Attends, se pourrait-il que... Mais avant qu'ils ne finissent, c'est dire qu'ils sont surpris par ce qui arrive, lequel de flèches sortant de partout ne cessait de pleuvoir, les faisant comprendre que ceci est un piège. Le vice-chef, essayant de parer comme il pouvait, les fait comprendre que ce sont des flèches remplies de négongues, donc ils doivent les éviter. C'est seulement en ce moment qu'ils voient que le clan des ténèbres pêche sur les toits les attendait avec impatience. Ces enfoirés de clan de ténèbres étaient déjà au courant qu'il allait venir. Maintenant qu'ils sont ici, ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Qu'ils se battent jusqu'à la mort. La bataille entre les deux clans avait débuté, faisant des morts de ruine côté, mais à leur grande surprise, une personne bien plus puissante fait son entrée, disant que même les rats se battent jusqu'à la mort quand ils sont dos au mur. Ils voient qu'ils font de leur mieux pour survivre. Celui-ci, plutôt confiant, s'approche pour l'attaquer, mais seulement d'une seule main. Celui-ci l'avait broyé les côtes, là où de quelques mouvements fluides il les avait tous anéantis sans faire trop d'efforts. Un autre essaie d'attaquer à son tour, mais il est vite maîtrisé. Ce dernier profite pour lui demander s'il est le vice-chef du clan, car à voir sa technique d'épée, il est nul à chier. À une fraction de seconde, celui-ci s'est vu sectionner les membres, lequel le reste de survivants restants ne pouvaient y croire qu'ils l'ont perdu, mais au bout celle-ci venait disant que le clan de poison est tellement prévisible que ça en devient ennuyeux. Et dire qu'ils les sous-estiment parce que leur chef est absent, mais ceux s'en foutant de ces dires se précipitent sur elle, lequel d'un seul regard les avait prédits, là où sans même s'en rendre compte leur gorge avait été tranchée à leur plus gros désarroi, lequel le vice-chef était tout bonnement choqué. L'arrêtant à la tête, il lui dit qu'il ne reste plus que lui à présent avant de le soumettre en genoux par la force brute, lequel n'arrive pas à y croire. Et dire qu'il y a encore des monstres au sein du clan des ténèbres. Cette salope. Il pensait qu'elle n'était rien de plus qu'une première femme du Seigneur, mais celle-ci cachait sa force jusqu'à maintenant. Cachée, c'est juste qu'elle ne le montrait pas. Il voulait encore parler, mais sa gorge est partie sans même qu'il le s'en rende compte. Elle n'est pas là pour jouer au mot avec un enfoiré de bas étage tel que lui. Celui-ci dit qu'ils ont fini d'éliminer tous les abrutis du clan de poison, dommage qu'il ne puisse plus se servir d'eux. Se relevant, il demande à la dame si le clan de la lame va rester les bras croisés alors que le clan des ténèbres a essayé de leur tuer. Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter car le clan de la lame n'agira jamais sans l'ordre de son chef. Dans ce cas, ils vont envoyer des hommes de main pour aller ramener le jeune maître Muéon et son frère, mais à sa grande surprise, elle lui demande de les laisser là-bas. Son fils Muéon a besoin de réfléchir à ce qu'il a fait. Mais ils ne peuvent pas laisser le jeune maître dans un endroit pareil, ne voit-elle pas? Elle lui fait comprendre qu'elle connaît son fils mieux que quiconque, donc elle en déduit qu'il est tombé fan le piège de son adversaire car il était trop confiant. Elle voulait l'apprendre que être seigneur est tout sauf facile, donc c'est une bonne occasion. Mais avant cela, qu'ils se servent de toutes les sources dont dispose le clan pour trouver les points concernant ce bâtard de Chéon et Oun, même s'il cela implique d'interroger son ancien instructeur connu sur le nom de Jang, oubliés étudiants qui ont été expulsés de l'académie. Celui-ci lui demande si elle va bien, qu'elle lui rétorqua positivement, mais puisqu'il s'est payé sa tête, il va devoir en payer le prix, non? Sauf que intérieurement elle se dit que notre protagoniste est devenu bien trop dangereux pour le laisser agir comme bon le semble. Son fils Muéon n'est pas de taille contre lui, elle va devoir s'en occuper personnellement. 4 jours se sont écoulés depuis la mort du 4e héritier des 4 clans principaux, après que Chéon Muéon et Mujinyoun ont été enfermés dans la grotte de détention une fois leur négong scellé. Leurs subordonnés se sont retrouvés confus et certains d'entre eux ont décidé de ne plus le soutenir dans son combat pour le trône. Quant aux autres subordonnés, ils ne pouvaient rien faire maintenant que l'académie était entièrement contrôlée par Chéon et Oo. Ils décidèrent de quitter l'académie et aider Chéon Muéon depuis l'extérieur. Cet étudiant ayant quitté le rang de Chéon Muéon et 5 étudiants issus des clans supérieurs qui faisaient encore qu'observer la situation décidèrent de jurer fidélité à Chéon et Oo, mais lui qui considérait la loyauté plus que tout décidèrent d'accepter aucun d'entre eux. Heureusement pour Samachak du clan supérieur des chamans et Lisayom du clan intermédiaire de la lame aqueuse, ils ont été acceptés comme derniers subordonnés car il avait juré fidélité avant que Chéon et Oo ne combattent les héritiers des 3 clans principaux. Plus tard, l'un des subordonnés de Chéon dit qu'il comprend dans décision, mais il faut au moins qu'il en recrute encore, non? S'il veut atteindre le rang de vice-chef du culte, il doit au moins en avoir 12 chefs de clan supérieurs comme témoins. Elle comprend qu'il ne les accepte pas car ils sont restés spectateurs depuis le début, mais quand même, avec eux plus ses membres il aura le nombre. Celle-ci aussi et tout le reste de ses subordonnés sont aussi du même avis, mais notre protagoniste les fait comprendre qu'il va choisir une autre solution. La plupart de ses subordonnés ne comprennent pas. Y a-t-il vraiment une autre solution? Évidemment. Il prévoit de quitter l'académie démoniaque aujourd'hui même. Quoi? Sérieux? Tous sont bonnement choqués de ces dires. Il y a 2 raisons pour lesquelles il a décidé de quitter l'académie aujourd'hui même. Le premier, c'est pour trouver les témoins par d'autres moyens, et le second, et parce que le seigneur et les 8 doyens ont quitté le manoir du culte. Est-ce qu'il est en train de dire que les chefs de 4 clans principaux sont absents? Mais est-ce qu'il est sûr qu'il ne prend pas trop de risques? Mais Go Angel tout souriant les fait savoir que le prince ne sortira pas seul car il est avec lui. Mincu les fait savoir qu'elle aussi sort aujourd'hui avec son prince, lequel le reste est tout bonnement choqué. La surprise continue quand Baeki les annonce aussi son départ. Même Samachak qui manque encore d'expérience a réussi la 5e épreuve, par conséquent sort aussi avec notre protagoniste. Go Angel est désolé de les annoncer ça que maintenant, mais ceux-ci veulent aussi accompagner leur seigneur à l'extérieur.
Cheon et Oh-hoon est bien conscient de leur loyauté, mais s'ils veulent vraiment l'aider comme ils le prétendent, ils doivent sortir d'ici seulement après avoir maîtrisé leurs arts martiaux correctement. Intérieurement, la plupart comprennent qu'ils ne feront que le gêner s'ils ne sont pas encore suffisamment forts, mais l'un d'entre eux comprend la réaction de Eobong face à ça. Il imagine que c'est un choc pour lui. Secouant la tête à la surprise de tout le monde, il les fait comprendre qu'il s'occupera bien de leur prince, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Et comme conseil, ils doivent devenir bien plus forts. Quoi? Même lui il sort? Pour eux c'est même injuste. En effet, Eobong a signé sur le bras de notre protagoniste qu'il sortira d'ici même s'il faut qu'il s'échappe. Cheon a décidé de lui donner sa chance. C'était un énorme bordel dans les cœurs des gens, car si Eobong sort, ils doivent aussi sortir. Ne sait-il pas qu'il est le plus faible? Pendant que tout le monde harcelait Eobong et lui demandait de changer sa place avec que notre protagoniste s'était échappé discretos. Le même soir à 20 h au manoir du clan des fantômes volants, celui-ci sans visage remarque quelque chose d'étrange au loin. Une marmaille de personnes non identifiées venait en direction du portail. Et ceci était notre protagoniste accompagné de ses subordonnés. Ne les connaissant pas, les gardes avaient déjà dégainé leur épée, leur hurlant de se présenter, Cheon montrant sa plaque les demandant de prévenir le 11e aîné connu sur le nom de Wanui que lui Cheon et Oh-hoon le 12e aîné est là. Surpris, ceux-ci n'arrivent pas à y croire voyant la plaque. C'est avec respect qu'ils saluent le 12e aîné et ajoutent qu'ils vont de se pas informer leur chef. Eobong comme d'habitude fait ses absurdités en disant qu'il a l'impression qu'un fantôme va surgir à tout moment. Bizarrement, Go Wangel est du même avis. Minkyu ne s'était pas rendu compte la dernière fois qu'elle était venue avec son grand-père, mais on dirait vraiment qu'un fantôme va surgir à tout moment. Après quelques minutes, une personne les ouvre la porte, lequel les salue comment il se doit, se présentant sur le nom de Nuyayon, étant directeur général du clan des fantômes volants. Eobong et Bai qui sont plutôt secoués, un teint pâle et des lèvres rouges. C'est un homme ou une femme. Montrant sa main devant Go Wangel, il leur demande si c'est lui le 12e aîné, donc il a attendu parler, mais rectifiant les dires, Go Wangel présente comme il se doit le 12e aîné Cheon et Oh-hoon. Mince. Il est désolé de l'avoir manqué de respect involontairement, c'est avec respect qu'il salue le 12e aîné. Il ajoute par la suite que son chef le demande de venir dans la résidence où il le recevra avec comme il se doit. À l'entrée, Go Wangel est stoppé à la surprise de notre protagoniste d'ailleurs, le général lui fait comprendre qu'il a oublié de le mentionner, mais leur chef souhaite seulement rencontrer le 12e. Il est navré, mais son chef est extrêmement timide, il me périt d'être compréhensif. Go Wangel les hurle qu'il sait que c'est une question irrévérencieuse, mais comment peuvent-ils les garantir que leur prince ne serait pas en danger? Le général ricanant lui dit qu'en plus d'être beau, il est aussi très loyal, mais leur chef n'est pas du genre à ne pas manquer de respect à un aîné du culte. Bon qu'il fasse comme ça. Il les autorise à choisir une seule personne pour l'accompagner, mais il ne peut accepter plus qu'ils comprennent, mais Eobong comme d'habitude fait des scènes. Dans ce cas, Minkyu se propose de l'accompagner. Bon, si les dires sont déjà exécutés, ils doivent se rendre là où on les attend. À l'intérieur, c'est vraiment très flippant même pour les lectures comme nous. Minkyu trouvait l'extérieur un peu étrange, mais l'intérieur est encore plus chromatisant. Arrivé à la salle, notre protagoniste suivi de Minkyu restait bien choqué devant l'horreur se trouvant sur les yeux. De tous les coins de la pièce, même en analysant avec la nanomachine ultra performante, notre protagoniste n'arrivait pas à comprendre pourquoi ces derniers se ressemblent autant. Cheon avait déjà entendu dire que le fantôme aux 1000 visages était l'inventeur des marques de peau humaine, mais là, il ne pensait pas qu'il était aussi bien fait. Ils ont l'air d'être exactement la même personne. Celui-ci au milieu se présente disant qu'il est Wanui, le 11e aîné du clan des fantômes volants. Même Minkyu n'arrive même pas à savoir si c'est le vrai oncle Wanui. Mais par télépathie, elle dit à son jeune seigneur que le visage de son oncle est tout bonnement différent de la dernière fois qu'elle est venue. Se présentant à son tour, il les fait comprendre qu'il est le nouveau 12e aîné connu sur le nom de Cheon et Oh-hoon, mais ce dernier lui dit qu'il est au courant. Celle-ci lui fait comprendre qu'elle se nomme Minkyu du clan des griffes du dragon démoniaque, ajoutant que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu son nom. Restant bien perplexe à la situation un moment, il revient vite à lui disant qu'il se souvient d'elle lorsqu'elle est venue à le voir avant d'intégrer l'académie et constate qu'elle s'est bien occupée de cette chose. Elle dit à notre protagoniste par télépathie qu'il s'agit bien de son oncle, car il est la seule personne qui sait pour son masque. À l'endroit au but, notre protagoniste lui demande s'il est au courant de la raison de sa venue ici aujourd'hui. Bien sûr. N'est-ce pas pour obtenir la médaille de Jade? Comme il le pensait, il était donc au courant. Il existe deux façons d'accéder au rang de vice-chef du culte. La première façon consiste à se faire accepter par les 12 chefs de clan supérieurs. La seconde est de se faire reconnaître comme vice-chef par 3 des 12 aînés. Il suffit d'offrir la médaille de Jade qui confirme l'identité de l'aîné en question. Celle-ci permet de prouver qu'ils reconnaissent le vice-chef mais aussi leur loyauté. Dans ce cas, notre protagoniste va arrêter de s'adresser à lui comme un aîné du culte, mais il veut s'entretenir avec lui en tant que candidat au poste de vice-chef du culte. Mais qu'est-ce qu'il rançon? Il le traite déjà comme un candidat au poste de vice-chef depuis le début. Cela dit, il doit déjà être au courant, n'est-ce pas? Afin d'obtenir la médaille de Jade des aînés prouvant leur loyauté, il doit passer un test. En réalité, il voulait le laisser un peu de temps, mais puisqu'il a été direct, il va également aller droit au but. Il voudrait lui proposer 2 épreuves. La première est juste sa capacité d'observation. Pourra-t-il reconnaître qui d'entre eux est le véritable chef de clan? Minkyu venait de reconnaître que cette épreuve est beaucoup trop difficile même pour n'importe qui. Le masque de peau humaine est tellement soigné que même leurs rides et la forme de leur barbe sont identiques. Et puis, elle ne sait pas comment ils font, mais leur énergie aussi est identique. Celui-ci se dit que non seulement leur chef a mis des efforts pour la création de ces masques, mais en plus ces personnes ont été entraînées durant des années à la limite. Peu importe le talent de notre protagoniste, il ne serait pas capable de les identifier. Il peut prendre son temps s'il le veut, mais Cheon coupant ses dires au bout, lui disant que ce n'est pas la peine car il a déjà trouvé.
Quoi? Aussi vite? Il est sérieux? Se retournant, notre protagoniste observait le général bien attentivement. Celui-ci était plutôt choqué et observait à côté de lui s'il y a une personne. Attends, s'il a bien compris, est-il en train de dire que c'est lui le 11e aîné? Pour Minku aussi cela ne semble pas être la bonne réponse, mais notre protagoniste les fait comprendre qu'ils l'ont demandé de trouver le 11e ici mais n'ont pas précisé qu'il fallait le trouver parmi les hommes à table, non. Et cela lui a amené à déduire qu'il était le chef, c'est ça? Ne pense-t-il pas qu'il est en train de gâcher une chance en répondant de manière irréfléchie? Mais notre protagoniste lui demande de l'excuser pour son manque de politesse avant de l'attaquer à vive allure, que même Minku était tout bonnement choqué. Bizarrement, ce dernier a réussi à stopper l'assaut au dernier moment. Comme c'est embarrassant. Comment l'a-t-il deviné? Mais Chéon lui rétorqua que c'est grâce à la télépathie. La télépathie? Il est sérieux. Au début, quand Minku les a salués, celui-ci est resté bien perplexe une seconde avant de communiquer avec embarras. Notre protagoniste ne comprenait pas l'instant de pause de ce type. Même si Minku était sûr qu'il s'agissait de son oncle car il était supposé être le seul au courant de son masque, Chéon a constaté que lorsqu'une personne communique avec de la télépathie, sa paume d'Adam tremble légèrement. C'est la raison pour laquelle il abordait un sujet auquel l'imposteur ne sera pas en mesure de répondre rapidement. Et ce dernier au milieu a pris plus de temps à répondre à la question, mais notre protagoniste n'a observé aucune paume d'Adam trembler. C'est alors qu'il a demandé à la nano s'il était capable de détecter d'autres sons identiques à la télépathie de Minku, que celle-ci lui rétorqua positivement. Pendant qu'il parlait et gagnait du temps, la nanomachine avait déjà réglé l'ouïe de l'utilisateur afin de comprendre les autres ondes sonores, disant par la suite qu'un son à une fréquence différente a été détecté. Et pendant que l'imposteur parlait, c'est l'original qui émettait les idées de réponse. Notre protagoniste étant abasourdi de telles capacités, il n'arrive pas à croire qu'il peut intercepter les autres sons. Grâce à Nano, il a pu savoir qui était le chef du clan des fantômes volants, mais il imagine qu'il n'a pas besoin de lui dire la vérité. Il lui dit simplement qu'après que Minku les a salués, ils ont mis beaucoup de temps à répondre, et c'est à partir de là qu'il s'est dit que quelqu'un communiquait par télépathie. Mais parmi les 7 sur la table, aucune de leurs cordes vocales ne vibrait et aucun d'entre eux ne semblait envoyer de message par télépathie. Il est donc la seule personne restant qui aurait pu utiliser de la télépathie. Non, merde. Il avait laissé Minku entrer exprès pour le tromper, mais il constate que sa ruse s'est finalement retournée contre lui. Il est vraiment impressionné. Il va devoir se présenter à nouveau. Il se nomme Wanui, le 11e aîné du culte. Notre protagoniste faisant de même lui dit qu'il est le 12e aîné connu sur le nom de Chéon et Oon. Mais puisqu'il a réussi la première épreuve, ils vont de ce pas continuer avec la seconde épreuve. Non. L'attaquant de force à la surprise de Chéon, lequel en rebroussant chemin il se dit que le ki de ce type est tout bonnement incroyable, là où ce n'était pas encore terminé pour le 11e qu'il attaquait avec la technique des griffes du fantôme de l'ombre, lequel en difficulté notre protagoniste paraît comme il pouvait de parer. D'autres même si le dernier coup de pied rempli en égong était tout bonnement incroyable, lequel a été projeté à l'extérieur de la salle de réunion, que Minku ne pouvait que hurler le nom de son prince. Atterrissant brutalement en fracassant le sol, le 11e lui dit qu'il ne veut pas que le bâtiment s'effondre à cause de leur combat. La technique qu'il vient d'utiliser est la technique des griffes du fantôme de l'ombre qui se trouve dans les manuels secrets au 5e étage de la bibliothèque de l'Académie démoniaque. Elle est bien plus précise en la voyant maintenant que ce qu'il a pu lire. Descendant les escaliers, Wanui lui fait comprendre qu'il avait beaucoup d'attentes depuis sa victoire sur le chef de clan de poison. Même si ce vieillard se servait de sa canne, c'était un véritable monstre. Il n'a jamais eu l'occasion de l'affronter car l'occasion ne s'était jamais montrée. Chéon et Oon fera l'affaire puisqu'il a gagné contre lui. Et il a aussi entendu qu'après avoir reçu les enseignements du gardien de l'est connu sur le nom de Seob Meng, il est devenu un expert dans l'art du sabre. Ceci étant dit, ça tombe bien. Sa spécialité est justement la technique du sabre des fantômes volants. Dégainant son sabre à son tour, notre protagoniste était plus que prêt à en découdre face à l'adversité. Mais en voyant cela, il lui complimente sur la qualité de son sabre, qu'il se donne à fond. Les deux se sont lancés dans une bataille sans possibilité de cerner la victoire, même si on sait très bien que Chéon est hyper tité car d'un mouvement il réussit à parer l'assaut de celui-ci très facilement, là où Baeki et Go Wangel étaient tout bonnement abasourdis de tels méfaits. Merde. Se déplaçant très rapidement, les gardes lui hurlent de rester à sa place sinon ils vont réagir, mais à leur plus gros désarroi se sont fait frapper à coups de jambes, lequel avait continué son assaut. Samachak se demande tout de même s'ils peuvent entrer comme ça sans réfléchir, mais Obong lui dit que la sécurité de leur prince est la priorité. Par ailleurs ici les attaques pleuvaient vraiment de partout, que le 11e se demande si c'est un enfant de 20 ans qui s'est battu contre lui ou tout simplement un monstre. Mais ce n'est pas suffisant pour prétendre avoir battu le vieux Baeko. Il lui fait comprendre que ce n'est pas avec ça qu'il compte obtenir sa médaille, mais pour Chéon s'il est difficile de battre un aîné avec uniquement la danse du papillon, dans ce cas il va devoir faire un test. Reculant en arrière, notre protagoniste préparait sa nouvelle technique, lequel le 11e n'avait jamais vu une personne faire ce genre de mouvement. Chéon lui dit qu'il est possible qu'il ne soit pas capable de la contrôler correctement alors qu'il le bloque avec tout ce qu'il a. D'un mouvement il s'était déplacé à la vitesse du son, effectuant un mouvement jamais vu dans tout le Murim, là où déterminé s'apprêtait à riposter avec vraiment tout ce qu'il a pu, qu'il est persuadé que c'est avec ça qu'il a battu le vieux Baeko. Et effectuant la technique ultime de la lame céleste des fantômes volants, notre protagoniste s'en foutait et comptait le trancher comme du méchou. Il a d'innombrables explosions résonnaient de partout, détruisant tout sur leur passage. La technique de scream des deux était tout bonnement ridicule qu'il était déjà difficile pour le 11e de bloquer les attaques de son adversaire pourtant très jeune, que notre protagoniste de tout son charisme s'apprêtait à trancher l'imbécile arrogant se trouvant devant lui, là où le 11e avait déjà fait ses prières. L'explosion était tout bonnement ridicule qu'il se fit ressentir à des kilomètres.
Baek qui fonçant se demande tout de même si son prince de trouve là-bas, mais à sa grande surprise une main s'approchait, lequel Dark Saito en arrière avait réussi à parer l'attaque au dernier moment. Atterrissant brusquement, il se demande qui peut bien l'attaquer avec la technique de griffe, celui-ci étant le chef de division du clan des fantômes volants nommé Ogom lui demande qui est l'enfoiré qui lui a permis d'entrer sans permission comme ça. Et même moment Go Angel et les autres arrivant derrière hurlent le nom de Baek lui demandant ce qui se passe. Tous ensemble avaient formé un mur à 4 pouvant intervenir de tous côtés. Bizarrement Samashak et les autres avaient déjà planifié cette éventualité. Sauf que ce furent de même pour les gardes du clan des fantômes volants qui étaient prêts à en découdre, et Obong se dit qu'ils ont mauvais goût pour avoir accepté de porter ce genre masque. Putain, les gosses de maintenant n'ont vraiment peur de rien de leur jour, ils sont 4 en plus. De quel clan viennent-ils pour pouvoir oser pénétrer leur manoir en pleine nuit? Go Angel stoppant Baeki qui voulait répondre orgueilleusement, il leur montre sa plaque disant qu'il fait partie du clan supérieur du point démoniaque, lequel le chef de division Ogom lui demande s'il est le fils du chef de clan Go Angien qui lui rétorqua positivement, comment un enfant d'une telle famille ose pénétrer de la sorte dans le manoir d'autrui en plein nuit. C'est ça que son père lui a appris, en colère mais s'excuse tout de même du dérangement, il lui dit qu'ils se sont permis d'entrer car ils sont inquiets pour leur seigneur. Il s'agit là du nouveau 12e aîné connu sur le nom de Cheon Eohoon, le chef de division n'arrive pas à croire que l'invité que le 11e est parti accueillir lui-même était le jeune maître Cheon Eohoon. Sauf qu'à leur plus grande surprise un bruit énorme surgit, lequel Go Angel les hurle qu'ils ne peuvent pas rester là à attendre, qu'ils les permettent au moins d'aller jeter un coup d'œil, et étant navré il lui fait comprendre qu'ils ne sont pas autorisés à intervenir dans les affaires de leur chef. Dans ce cas Go Angel n'a donc plus le choix et va tous les défoncer, mais les traitant de jeunes il les demande de foutre le camp tant qu'il est encore gentil. Mais c'est à ce moment précis que notre protagoniste s'apprêtait à écraser le minable qui se dit 11e, lequel l'explosion firent trembler tout le monde, les mettant sur un même pied d'égalité avant de transpercer le mur à leur plus gros chromatisme, rasant au passage la surface entière des lieux y compris les gardes et les alliés. Merde, qu'est-ce qui se passe? Que est-ce qui est en train de passer là-bas? La surface depuis l'emplacement de Cheon était tout bonnement en désordre, troublant tout le monde. Merde. Hurlant le nom de son chef, il s'était déplacé sur les lieux là où Go Angel hurle autres qu'ils doivent me suivre immédiatement, respirant profondément devant notre observant par-dessus tout le bordel qui aurait pu causer sa mort, il n'arrive pas à croire. Et ça se dit être humain, c'est un véritable monstre. Le genou au sol brusquement présentant par la même occasion sa plaque, il dit à notre protagoniste que lui 11e aîné Wanui est chef du clan des fantômes volants, reconnaît Cheon Eohoon comme vice-chef. Sauf que c'est à ce moment que Go Angel et les autres suivis du chef de division Ogom venaient de faire leur apparition. Les deux sont choqués de savoir que le général qui les avait ouvert la porte un peu plus tôt était en réalité le 11e aîné. Ricanant joyeusement sur le regard surpris du chef de division, et Ogom se moquant de lui dit qu'il semblerait que son prince soit sain et sauf comparé au sien, c'était en effet des dires qu'il ne pouvait supporter. Cette même nuit Cheon et ses membres sont accueillis autour d'un thé, lequel le 11e lui demande de le pardonner pour son retard, mais notre protagoniste lui dit qu'il constate qu'il ne veut toujours pas montrer son vrai visage. Y a-t-il une raison? Oui. Leur clan de fantômes est en charge des assassinats et de la collecte d'informations de génération en génération, il lui est donc impossible de révéler son identité à qui que ce soit, hormis le seigneur du culte. Mais s'il parvient à se hisser au sommet, alors là, il lui montrera sa véritable identité. Dans ce cas l'étudiant Wanya n'est pas son fils biologique, non, et effectivement. Mais comment a-t-il su? Notre héros lui rétorqua qu'il l'a rencontré avant de quitter l'académie démoniaque, il a même essayé de le persuader mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas agir sans l'ordre de son chef de clan. Mais il a pu découvrir immédiatement qu'il portait un masque grâce à la nanomachine, il était perturbé par le fait qu'il appelle son propre père chef de clan. Mais que les choses soient bien claires, il ne peut pas avoir d'enfant. Quoi? Go Angel et Eobong sont plutôt troublés de cette réaction. L'art du fantôme de leur clan nécessite une forte concentration de l'énergie yin, c'est là amené à se faire castrer dès les plus jeunes âges. Alors là, personne ne s'attendait à une telle chose, et dire qu'ils sont en présence d'un aîné. Mais il continue disant qu'ils doivent poursuivre la lignée de leur clan, il adopte des enfants mais, en réalité Wanya et lui entretiennent plutôt une relation maître à disciple. Intimidant le reste des subordonnés, il les fait comprendre que ceci doit être gardé dans leur langue et ne doit en aucun cas sortir d'ici. S'intensifiant, il les demande s'ils comprennent même ce qu'il dit. Ça vaut aussi pour le chef de brigade Go Angel. Il lui dit qu'il gardera le silence. Interpellant Maku, il lui demande quand est-ce qu'elle compte dévoiler son secret autre. Elle est pourtant déjà sortie de l'académie démoniaque, non? Pourquoi est-ce qu'elle compte? Mais celle tout nerveuse lui dit avec nervosité qu'ils ont prévu de se rendre au clan de Griffe du dragon démoniaque au retour de son grand-père, donc elle leur dira en ce moment-là. Comprenant d'où elle veut en venir, il ne pouvait que rigoler là où celle-ci se sentait soulagée, notre protagoniste affichait un grand sourire de satisfaction. Et après ce baratin, c'était à présent l'heure de retourner là où il était venu. Avant de partir, le 11e les fait comprendre qu'il est gêné de ne pas les avoir accueillis comme il se doit. S'ils le souhaitent, ils peuvent rester quelque temps dans le bâtiment des invités de leur clan. Intérieurement, Cheon se dit qu'il les propose sa car il sait qu'ils n'ont nulle part où aller, mais il le remercie quand même de sa bienveillance. Si ça ne le dérange pas, est-ce qu'il peut amener d'autres personnes avec lui? Bien sûr, ils sont les bienvenus. S'il parle de Jang son garde, il peut envoyer des gens le chercher, mais notre protagoniste lui dit que ce n'est pas la peine, il tient à aller lui-même mais il me remercie quand même de la préoccupation.
Au sud du château du culte démoniaque près des marais, ici n'est d'autre que la maison de la mère de Chéon et Oon, lequel a grandi sur la surveillance de Jean. Devant la porte, il se demande ce qui se passerait quand il va le voir. Il faut dire que c'est toujours aussi propre qu'avant, rien n'a changé. Le garde Jean, qui a toujours été matinal, balayait la cour tous les matins après son entraînement, il peut enfin le revoir. Après tout ce temps, il se demande à quel point il est devenu fort, ouvrant la porte doucement. Ceci, donc Chéon surtout en tête, avait pénétré le manoir. Minkyu est contente d'être enfin dans la maison auquel son amoureux secret a grandi. Bizarrement, elle constate que celui-ci n'avance plus d'un pouce. Notre protagoniste ne comprend pas. Tout le monde est choqué. Non. Il ne sent pas la présence du garde Jean. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ouvrant brusquement la porte de chez lui, notre protagoniste constate que les affaires appartenant à Jean sont toujours là. Ça m'étonnerait qu'il se soit rendu quelque part en plein nuit. Maintenant qu'il pense, il ne sent aucune chaleur dans cette chambre. À voir de près, il a l'impression qu'elle est vide depuis déjà 2 ou 3 jours. Go Wangel accompagné de Minkyu lui font savoir qu'ils ont fouillé partout mais n'ont rien trouvé. Est-ce qu'il aurait une famille auquel il se serait rendu? Mais Chéon avait attendu dans le passé que le garde Jean était un orphelin d'une famille de maîtres d'arts martiaux. Il est donc impossible qu'il se soit rendu quelque part. Pour commencer, il va d'abord inspecter les environs pour voir. La cour est proprement balayée et bien nettoyée. Ce serait normal s'il avait été là, mais son absence le paraît tellement suspect. Il aurait quand même pu essayer d'en déduire quelque chose s'il y avait eu des traces de combat. S'il a été kidnappé, les responsables sont vraiment des vrais professionnels. À l'œil nu, il ne peut rien, mais grâce à la nanomachine, il est sûr de trouver quelque chose. En quelques secondes, la nanomachine avait déjà aperçu un trace se trouvant sur le pilier. Se dirigeant sur les lieux un moment, l'entaille pouvait se voir très clairement qu'il a l'air récent. Ça va être difficile de trouver quoi que ce soit avec ces maigres indices. Venant aussi voir la trace, Go Wangel demande à celui-ci si c'est une épée de qui a fait ça. Ça veut dire que le garde Jean s'est fait attaquer. Mais soudainement, celui-ci ne comprit pas ce qui se passait avec son prince, lequel une noirceur sans nom pouvait se voir sur le regard de notre protagoniste. Go Wangel n'avait jamais vu Chéon dans cet état, même après avoir tué l'ancien 12e aîné. Il a l'impression d'être en face d'un volcan prêt à détruire tout sur son passage. Sa machaque leur dit que s'il s'agit d'une trace d'épée, ils peuvent réduire leur champ de recherche parmi les 6 clans principaux, et parmi eux ceux qui manient les épées sont le clan de l'épée suivi de celui des ténèbres, ensuite celui du poison, mais intérieurement il se demande quel clan a-t-il bien pu faire ce genre de choses. Est-ce qu'il devrait écarter celui des ténèbres? Pareil, sont occupés à cause du conflit les opposants à 4 autres clans. Non, c'est pas une bonne idée. Rusés comme ils sont, ils peuvent bien profiter de cette situation. Et Obong lui demande d'enquêter sur les suspects. Il a entendu dire que tous les aînés du culte étaient absents, donc ils peuvent facilement les infiltrer, mais d'après sa machaque sera ben perdu. La preuve, le clan des fantômes volants n'est qu'un clan supérieur, mais c'était assez chaud de les pénétrer. Est-ce qu'il réalise que les clans principaux sont bien plus puissants et bien plus forts que celui des fantômes volants? L'interpellant, Go Wangel aimerait lui soumettre une requête. Et si ce n'était pas le garde Jean qu'il vise? Et si c'était lui qu'il visait, car ils veulent l'affaiblir? Dans ce cas, ils essaieront de l'approcher. Donc il a un plan. Sauf qu'un peu plus loin dans les coulisses du clan des ténèbres, une personne criait à l'aide désespérément. 2 de ses doigts avaient été tranchés et ce fut aussi la même chose pour ses orteils. Il s'agissait bien du garde Jean que Chéon et Oon cherchent désespérément à trouver. Prenant un fer chauffé, on lui demande qui lui a donné la permission de s'endormir. Les rats comme lui qui refusent de parler sont tous bons à torturer. Est-ce qu'il comprend? Il n'aurait aucun moment de répit. Tant qu'il n'aura répondu à une question, il souffrira autant que lui le tortureur le souhaite. Celle-ci lui fait savoir qu'il tient bien sa langue pour quelqu'un qui n'est qu'un simple garde, mais elle voit quand même qu'il tient à la vie alors qu'il réponde à sa dernière question. Est-ce que le seigneur du culte a-t-il enseigné les arts martiaux à Chéon et Oon? Mais n'ayant plus la moindre dent à la bouche, il lui dit qu'il n'a rien vu de tel. Putain qu'il est têtu. Pourtant il est bien aux portes de la mort, qu'il continue à le torturer. Soudainement un garde s'approchant des lieux hurle le nom de celle-ci, lequel même si elle ne comprend pas, il lui dit que son ennemi est sorti. Ce bâtard de Chéon et Oon est finalement sorti de l'académie démoniaque. C'était vraiment quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Et dire qu'il sort au mauvais moment, il a perdu toutes ses chances maintenant d'avoir le trône. Mais où est-il en ce moment? Lui chuchotant quelque chose à l'oreille, celle-ci était plus gravide et tel résultat qu'elle comprirent qu'elle avait déjà gagné. Écoutant attentivement tout ce qu'ils se disent de loin, Jang ne pouvait qu'espérer un miracle de la part de son fils adoptif Chéon. À l'auberge, Seonpoo Neo demande aux autres s'ils pensent vraiment que cette méthode va marcher. Minkyu aussi se demande si Go Wangel ne s'est pas trompé cette fois. Bon, ils doivent juste suivre le plan. Ceci consiste à utiliser le prince Chéon comme un appât pour leur permettre de mettre la main sur les assaillants, mais elle imagine qu'ils n'oseront pas agir de manière irréfléchie dans un endroit où il y a beaucoup de monde. À la grande surprise de celui-ci qui dégustait son plat, on lui dit par télépathie que même s'il entend sa voix, qu'il ne bouge pas d'un pouce. Si jamais il bouge ne serait-ce que l'orteil ou alors qu'il le signale à ses compagnons, quelque chose de regrettable pourrait se produire. De plus, il ne doit pas essayer de savoir sa position avec son QI. S'il tente quoi que ce soit, Jang mourra. D'après notre protagoniste, en voyant comment son assaillant parle, cette façon de menacer et même le ton qu'il emploie est tout bonnement d'un autre niveau, c'est un vrai pro. Mais il ne savait pas que c'était aussi désagréable et enrageant de se faire menacer en prenant ses hommes en otage. Discrètement, il demande à la nanomachine d'identifier l'émetteur du message télépathique, tandis que l'émetteur ne cessait de lui parler disant que Chéon doit venir au clan de poison ce soir à minuit. Il précise aussi qu'il doit venir désarmé. S'il vient avec cette épée qu'il porte, ceux-ci lui couperont un bras avant même qu'il ait pu passer l'entrée. Inutile de préciser qu'il doit venir seul, non.
S'ils aperçoivent ne serait-ce qu'un nombre dans un rayon de 300 mètres, ce connard de Jang mourra. Même chose s'il n'est pas au rendez-vous, donc qu'ils réfléchissent bien à la situation. Mais notre protagoniste ayant utilisé la nano se rend compte qu'il l'a trouvé. Il ne peut pas voir son visage mais son émetteur se trouve à l'entrée de l'auberge. Merde, il doit faire quelque chose avant qu'il ne disparaisse de son radar. Tapant sa main sur la table, se levant brusquement que plusieurs inconnus le firent aussi, ce qui permet à l'émetteur de foutre le camp alors que Cheon le calcule, même si Eobong essaie de se défendre, permettant à Cheon qui avait déjà disparu de le suivre, lequel d'un mouvement rapide avait ensommé d'innombrables déchets, se trouvant sur son passage avant de se tenir à l'entrée de l'auberge devant ce dernier qui se fait surprendre à son plus gros désarroi là où le démon fou s'apprêtait à le capturer. Qu'il ne sut rien faire. Perché, notre protagoniste lui demande de quel clan est-ce qu'il vient, qu'il ne comprit rien, mais c'est qu'il doit lui dire la vérité ou sinon, il ne répondra plus de rien à partir de maintenant. Ce dernier ne pouvait même plus respirer car ça serre trop fort, n'ayant pas supporté il est parti direct dans les vapes. Mincu essaie de comprendre ce qui se passe avec Eobong à la pluie, mais Cheon les fait savoir qu'il n'en sait trop rien, mais il avait l'impression que ces gens étaient ses espions. Bon, comme il y a trop de monde ici, il faut d'abord qu'il les amène dans un endroit sûr. Étant désolé, il lui dit qu'il lui laisse l'abruti qui s'est chié dessus, et Eobong s'en doutait bien. Quelques heures après, à la résidence de Cheon et Owoon, ceux-ci ont seulement été engagés de l'observer à l'auberge, et aucun d'entre eux n'en savent quoi que ce soit sur celui qui les a engagés. Mais cette dernière portait un grand chapeau de paille et cachait son visage, et Eobong se dit qu'ils ont l'air de ne rien savoir. Et vu leur médaillon d'après Mincu, il semblerait qu'ils viennent d'une famille ordinaire. Bon, si c'est le cas, il ne va pas les tuer mais, ils vont devoir rester ici pendant 2 jours qu'ils ne comprirent pas avant de se faire frapper à la nuque à leur plus gros désarroi. Puisqu'ils étaient hors jeu, il ne reste plus qu'à les attacher. Il n'a pas le choix. Il va devoir attendre tous ses subordonnés pour plus d'informations, mais les 3 qui étaient partis devaient revenir à 17 h. Go Wangel, qui avait pour mission d'espionner le clan du son, était le premier à revenir, et d'après ses dires il n'a rien vu de suspect là-bas. Est-ce qu'il a vu une personne portant un chapeau de paille là-bas? Mais Go Wangel lui rétorqua négativement. Mais il pense d'après ses probabilités qu'il s'agit du clan des ténèbres ou alors celui de l'épée. Ils vont devoir attendre que Baekki et Samachak reviennent pour savoir quel clan est le responsable. Sauf qu'installant le doute, Mincu les fait comprendre qu'ils sont partis depuis déjà des heures. Non, ça commence à faire beaucoup. Go Wangel a un mauvais pressentiment. Se pourrait-il que quelque chose les soit arrivé? Au même moment, la dame au chapeau de paille prenait son thé bien tranquillement, lequel, il faut le dire, savourait très passionnément ce magnifique thé. Une marmaille de personnes s'approchait de cette dernière. Les corps de Baekki et Samachak, totalement inconscients, venaient d'être jetés au sol. Celui-ci lui fait savoir que tout s'est passé exactement comme elle l'avait dit. Des rats se cachaient bel et bien dans leur manoir. Mais d'après eux, ils étaient plutôt coriaces. Bien qu'ils n'ont que 20 ans, ils ont déjà le niveau d'un maître, donc sans les gardes, c'était belle perdue. Mais celle-ci lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car il a fait ce qu'il devait faire. Elle imagine la tête de son adversaire quand il apprendra que c'est leur clan qui mène la danse. Ça fait déjà 20 ans qu'il sert cette femme et depuis s'il a en déduit une chose, c'est que c'est une femme effrayante. Elle a immédiatement compris qu'il préparait un piège dès qu'elle a appris qu'il était sorti à l'académie démoniaque. Si elle n'avait pas voulu être la femme du seigneur, elle aurait été le prochain chef du clan des ténèbres. Celle-ci, ne les connaissant pas, demande de quel Baek qui vient. On lui fait savoir qu'il vient du clan du temps. Le clan du temps, c'est donc un enfant d'un clan supérieur, et dire que ce bâtard de Cheon a réussi à obtenir un tel subordonné. Sans ce cas, qu'en est-il de celui-ci? Juste celui-ci se demandait ce qu'elle comptait faire avec ce garçon, mais celle ne comprend le pourquoi il demande. Il lui fait comprendre que s'il le dit, c'est parce que cet enfant vient du clan des chamans, et par-dessus le marché c'est le fils du 9e aîné. Alors comme ça ce bâtard aurait réussi à rallier le clan des chamans à sa cause, c'est maintenant qu'elle se rend compte que cet enfant nommé Cheon et Owoon est dangereux. Si elle ne s'occupe pas de cette personne en l'absence du seigneur, elle risque de ne plus pouvoir le faire un jour. Elle lui promet une mort misérable, qu'il se dépêche de venir à elle. À 1 h du matin, au alentour du manoir du clan de Poison à l'ouest du château du culte démoniaque, plusieurs personnes sont fin prêts attendant quelqu'un là où tout posé et charismatique. Notre héros avançait n'ayant aucune crainte, mais savait par-dessus tout qu'il était observé. Non mais quelle plaie. Se faisant des signes de la tête, il était sûr de leur coup. Après, le créateur a refusé de nous dire ce qui s'est passé, nous montrant maintenant Cheon dans un autre clan, et celui-ci n'est d'autre que le clan des ténèbres qui l'attendait avec tellement d'impatience qu'elle en rigolait bien. Ce fils de chienne est finalement venu. Observant attentivement, il comprend que cette salope ne plaisante pas. Il peut sentir la présence d'autres moins de 100 personnes tout autour du manoir. S'il n'est pas aussi sûr d'eux, il n'aurait pas préparé ce coup. Ceux-ci pourtant confiants n'arrivent pas à comprendre comment il peut dégager une telle oreille. Rien que la pression qu'il émet est vraiment très frustrante et tout le monde a du mal à respirer. Ils se rencontrent enfin. Allez, qu'il vers elle. Alors c'était elle la femme au chapeau de paille. Avant le décès de sa mère, elle n'était venue à maintes reprises avec les autres femmes du seigneur, et c'est cette salope qui lui a fait promettre de ne pas apprendre les arts martiaux avant d'intégrer l'académie démoniaque. Comme le temps passe vite, le petit garçon est enfin devenu un homme. À voir de près, il ressemble énormément à sa mère. Donc, et comme sa répugnante mère, il est un énorme obstacle pour elle. Et dire qu'il s'est fait piéger aussi facilement à cause de ses émotions, il n'aurait accompli que dalle en étant chef. La coupant en route, il lui demande où sont passés ses subordonnés. Non mais quel idiot. Il pensait réellement qu'elle allait lui remettre ses subordonnés aussi facilement. Mais sans dire un mot, elle avait fouetté là où il ne fallait pas. Non mais c'est quoi ce regard? Elle lui demande de sceller son égong avant de continuer quoi que ce soit. Celui-ci lui fait comprendre que s'il veut sauver son garde du corps, qu'il ne résiste pas, mais tout perplexe, il lui demande s'il est celui qui l'a menacé à l'auberge l'autre jour. Quoi?
Qu'il ne soit pas aussi arrogant et se laisse faire sinon son mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Chéon l'avait appréhendé avant de broyer sa main à son plus gros chromatisme, se levant et lui fait savoir que s'il réagit comme ça veut dire qu'il n'a aucun regret si son garde meurt non. Mais il avait déjà prévu cette éventualité lui lançant une boîte qu'elle ne comprirent pas trop ce que ça voulait dire, elle lui demande ce que c'est qu'il lui rétorque qu'elle n'a qu'à l'ouvrir, bizarrement cette dernière avait déjà des mauvais pressentiments. Ouvrant la boîte elle fut choquée de voir une telle chose, un œil était caché à l'intérieur à son plus gros désarroi. Mais prenant son courage elle lui demande tout de même ce que cela signifie, mais qu'est-ce qu'elle fait cette salope? Elle doit plutôt lui demander à qui appartient cet œil se trouvait dans la boîte. En y réfléchissant bien, est-ce que cet œil appartient à son fils Muéon? Mais non c'est impossible. C'est plutôt malin de sa part. Mais est-ce qu'il la sous-estime? S'il avait vraiment infiltré l'académie démoniaque le gardien de l'Ouest ne serait jamais resté le bras croisé, non mais c'est bien pensé. Mais c'était exactement la réaction que notre protagoniste attendait de sa part. Sauf que 4 heures plus tôt à la grotte de détention de l'académie du culte, Chéon Muéon ne comprend pas ce qui se passe, comment ce bouffon peut être ici, qu'il s'engenouille. La puissance écrasante de Négong qu'il exerce sur lui est plutôt brutale lequel Muéon se dit que même si son Négong n'avait pas été scellé il n'aurait jamais pu résister à ça, mais le plus important que fait ce taré ici. S'il est ici c'est parce que son garde Jean a disparu. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte ce bouffon? Il n'a pas fini. Il doit savoir que ceux qui l'ont kidnappé veulent qu'il se jette dans la gueule du loup sans armes s'il veut les sauver. Mais celui-ci est certain qu'il s'agit de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? D'un mouvement utilisant par-dessus tout la télékinésie Muéon lui demande ce qu'il compte faire après ça. Il lui fait comprendre qu'au début il comptait seulement sauver son garde Jean mais maintenant il a changé d'avis. Sait-il seulement à quel point lui le fils de cette pute est important pour les négociations? Tressaillant il demande à Chéon de se calmer car si jamais il s'en prend à lui son garde Jean mourra mais d'un mouvement brusque ses bras avaient été tranchés lequel n'a même pas compris ce qui se passe avant d'en hurler de toutes ses agonies chromatisantes. Putain que quelqu'un vienne le sauver. Cette espèce de taré. Comment a-t-il osé? Sa famille et surtout son oncle ne va pas laisser une telle chose. Comme il le pensait c'est pas avec 2 bras en moins que sa mère va craindre la vie de son fils n'est-ce pas? Celui-ci ne comprend pas d'où il veut en venir. C'est simple. Il veut quelque chose qu'elle ne pourra pas doute de ses dires. Celui-ci était tout bonnement dépassé par la cruauté de son assaillant qu'ils ne firent que crier au éclat. Putain son œil.